Attends. Moi, je suis formateur en performance énergétique et j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de la transition énergétique et en particulier autour des réseaux de chaleur, puisque j'ai travaillé pour une association qui s'appelle AMOR, qui est l'association des maîtres d'ouvrage des réseaux de chaleur. Euh, on aurait pu d'ailleurs aussi aborder un autre sujet, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire. Il n'y a pas que des réseaux de chaleur en France, il y a aussi ce qu'on appelle des réseaux de froid. Et avec le réchauffement climatique et les canicules de plus en plus nombreuses, c'est un vrai sujet qui aura son importance dans les années à venir. Donc, comme on peut le voir sur ce support, en fait, on a l'image d'un des plus vieux réseaux de chaleur du monde, à savoir celui de Paris, qui a été créé dans les années 1903-1904. Il faut savoir que les réseaux de chaleur, on les retrouve au départ dans les grandes villes du monde entier, et en particulier, un des plus anciens, c'est le réseau de chaleur de New York, par exemple. Mais on en a aussi à Londres, on en a beaucoup dans les pays de l'Est. Excusez-moi, je ne Excusez-moi, vois pas le support. c'était la question que j'avais posée. Je vois pas le support non plus. Est-ce que vous avez le support de votre côté? Non, parce que je ne l'ai pas partagé, c'est normal. Ah. Elle est jolie, mon image, en plus. Donc, ouais, c'est bon? C'est mieux. Merci. Donc en fait, on voit sur cette image située tout en haut à droite, c'est une galerie technique située. Donc on est sur le réseau de chaleur de Paris. On est sur une galerie technique dans laquelle on y retrouve justement des canalisations qui transportent de la chaleur sous forme de vapeur d'ailleurs. Donc c'est le sujet de ce webinaire, les réseaux de chaleur. Alors le sommaire, le plan d'intervention, en fait, c'est le suivant. En gros, une première partie dédiée à ce qu'on appelle la définition des réseaux, les enjeux autour de ce que l'on va appeler la chaleur, et notamment la chaleur renouvelable. On parle beaucoup de l'électricité renouvelable, mais il faut savoir aussi qu'il existe ce que l'on appelle la chaleur renouvelable, et ce sont des enjeux très importants. Donc on abordera tout ça, donc la définition, les enjeux, et puis également les acteurs, les modes de gestion. C'est quelque chose qui est relativement compliqué. Ça prend du temps de pouvoir bien comprendre l'ensemble de ces acteurs-là. Donc je vous les décrirai grosso modo. Et puis après, concrètement, pour une copropriété, ben, il y a un certain nombre de choses à décrypter, des gros points de vigilance. On abordera la question de la tarification, c'est un sujet très important. On abordera ce qu'on appelle la procédure de classement des réseaux qui rend obligatoire le raccordement et notamment des copropriétés au réseau de chaleur dans certaines situations. Donc on ira explorer cette fameuse procédure de classement. Et puis on abordera aussi d'une façon plus générale la notion de rénovation énergétique et réseau de chaleur, sachant que la solution aujourd'hui, elle n'est pas unique, quoi. Et puis après, très concrètement, et on ira le faire avec un exemple bien précis, on ira regarder sur un site qui a été mis en place il y a quelques mois en arrière, on ira regarder comment se raccorder. Euh, voilà, on ira jusqu'au bout, identifier une adresse de sa copropriété, aller voir s'il y a un réseau, quelles sont ses caractéristiques et comment est-ce que l'on fait pour se raccorder à ce réseau-là. Et puis, dernière chose, donc il y a énormément d'acteurs, comme je le disais. Donc, je vous donnerai voilà, 7 ou 8 références, on va dire, ressources pour justement aller plus loin sur le sujet. On va commencer par les définitions et les enjeux. Donc, tout d'abord, on le voit sur ce schéma-là. En fait, un réseau de chaleur, il est composé de. Donc, j'aurais pu rajouter un qualificatif d'ailleurs au départ. C'est ce qu'on va appeler les réseaux de chaleur publics. C'est cela que l'on va traiter durant cette séquence. Ce ne sont pas des réseaux, on va dire, privés. Un réseau privé, c'est un réseau qui appartient à une seule structure et qui va circuler entre les 4 ou 5 bâtiments de la structure. Mais celui-là, en fait, il ne vend pas de la chaleur à d'autres abonnés. Il n'est pas en lien avec le domaine public. Et donc, du coup, ce réseau-là, c'est un réseau privé, contrairement à ce que l'on va voir aujourd'hui, donc les réseaux de chaleur publics. Donc, un réseau de chaleur, c'est composé de plusieurs centrales de production de chaleur à Paris, sur le réseau parisien, donc de la compagnie parisienne du chauffage urbain, on en a 22, je crois. Donc il y a 22 centrales, on va dire, de production de chaleur qui alimentent un réseau que l'on va appeler un réseau primaire.
Et puis ensuite, ce réseau primaire, en fait, il va alimenter ce qu'on appelle les points de livraison situés en bas des immeubles. On le voit bien sur cette image. Et donc, ce point de livraison, c'est ce que l'on va appeler également, il va y avoir un échangeur qui va permettre de transmettre la chaleur du réseau primaire au réseau du bâtiment ou de l'industriel qui sera raccordé. Donc ça, on appellera ça un réseau secondaire. Et donc, on a un échangeur, on appelle ça une sous-station, on appelle ça aussi un point de livraison. Donc le réseau de chaleur, il est composé à la fois des différentes centrales de production de chaleur, d'un tuyau pour l'aller, enfin d'une canalisation pour l'aller, d'une canalisation pour le retour, et puis également d'une partie de la sous-station. Donc ça, c'est la première chose. Donc il va alimenter, il va couvrir des usages assez larges, hein, chauffage, eau chaude sanitaire, et puis éventuellement de la chaleur à plus haute température pour des industriels. Le fluide caloporteur qui transporte donc la chaleur utilisée, c'est de l'eau. Et en France, en fait, il existe trois façons de. C'est un petit peu comme l'électricité ou le gaz. On a la très haute pression, la moyenne pression et la basse pression. Ben, c'est la même chose pour les réseaux de chaleur. Donc, on peut utiliser, comme à Paris, par exemple, de la vapeur, parce qu'on transporte beaucoup plus d'énergie avec de la vapeur et les canalisations sont beaucoup plus petites par rapport à d'autres. Et donc, du coup, dans le sous-sol parisien, c'est plus facile. Donc c'est ce qu'on utilisera donc à Paris. Après, dans des grandes villes, je pense en particulier à Grenoble, qui est le deuxième plus gros réseau de chaleur de France, ou encore à Cergy-Pontoise, on utilisera de l'eau à moyenne pression, que l'on appellera également de l'eau surchauffée. Donc on sera aux alentours de 150 degrés pour le départ. Et puis après, ce qu'on voit plus classiquement, et notamment dans les réseaux ruraux, euh, ce sont ce que l'on appelle des réseaux basse pression, basse température, avec un départ à 90 degrés et un retour en général à 70 degrés. Voilà, mais en tout cas, sachez que ce fluide caloporteur, c'est que de l'eau. Il n'y a pas de glycol, c'est pas un fluide frigorigène, enfin voilà, c'est quelque chose qui est relativement inoffensif, même si la vapeur, notamment à Paris, ça peut quand même poser des problèmes, il y a déjà eu des accidents, quoi. Alors, les points de livraison, on en a parlé. Et puis, ce que je voudrais vous montrer, c'est une petite vidéo qui résume à peu près tout ce que je viens de dire, donc qui a été produite par l'ADEME et également le ministère. Donc, je vais vous la projeter tout de suite. J'espère que vous aurez le son. Si vous ne l'avez pas, bah, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas obligatoirement besoin du son pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. La chaleur produit ainsi un fluide sous forme d'eau chaude. Il est également possible de fournir de l'eau froide dans le cadre d'une
Alors, je reprends le support. Donc ça, on a vu la première partie. Ensuite, si on regarde bien, donc ce qui est important, et on le voyait dans la vidéo, en fait, on va utiliser 3 types d'énergie. Vous voyez mon écran, je pense. Voilà. Attendez, il y a un petit raté là. Voilà. Donc je reprends mon support. Donc en fait, il y a trois façons de produire de la chaleur. Historiquement, en fait, c'était plutôt du charbon que l'on utilisait, du gaz ou du fioul. Donc on va parler de notion de bouquet énergétique. D'ailleurs, si on regarde bien le bouquet énergétique actuellement, il y a 60,3% d'énergie verte en 2020. Mais il y a 100 ans en arrière, on était à 100%, 0% d'énergie verte. On était sur du charbon principalement. C'est pour ça qu'on en retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est zone où on avait du charbon. Et je pense à Grenoble, je pense à Saint-Étienne, je pense à l'est de la France. Ils sont énormément développés dans ces endroits-là. On va y retrouver aussi de plus en plus les fameuses énergies renouvelables thermiques, et en particulier la biomasse, qui se développe énormément, on va le voir juste après. La géothermie profonde, qui est énormément développée dans le sud-est de Paris. Le plus gros réseau de chaleur géothermique d'Europe, en fait, est situé à Chevilly-Larue, dans le 9-4, dans le 94. Et donc, on en a une 30 à 40 des réseaux de chaleur géothermique dans ces endroits-là. Et puis après, donc, ce qui s'est énormément développé aussi en France, c'est ce qu'on appelle les énergies de récupération, et surtout celles issues de l'incinération des ordures ménagères. On appelle ça aussi donc les UIOM, on appelle ça aussi les UVE, les unités de valorisation énergétique. Mais on a encore beaucoup de choses à découvrir et à explorer de ce côté-là, puisqu'aujourd'hui, on commence à aller récupérer des calories sur des sites industriels, sur des data centers. Voilà, donc 3 types d'énergie. Donc les conventionnels fossiles, les renouvelables thermiques et les énergies de récupération. Je continue. Ensuite, dans les petits éléments importants par rapport à la définition des réseaux, il faut savoir que du coup, comme on a 60%, plus de 50%, savoir même plus de 60% d'énergie issue donc du renouvelable et de récupération, en fait, on est sur une énergie produite qui émet en moyenne 2 fois moins de CO2, donc de gaz à effet de serre, comparé à un système indépendant au gaz et au fioul. Donc ça, c'est un élément très très important par rapport à l'étiquette énergie, et je vais avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Deuxième élément très très important aussi, en termes de coût, on a une TVA qui, il y a 20 ans en arrière, en fait en 2000, la TVA elle était à 19,6% sur la totalité de la facture. Il y a eu du lobby, en tout cas, alors que sur l'électricité et le gaz, on était à 5,5 sur la partie fixe et 19,6 sur la partie variable. Ça a changé en 2005. Et là, ce qui s'est passé en 2005, c'est qu'on a on a mis en place une TVA réduite à 5,5 sur l'abonnement. Et surtout, et ça c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle de la fiscalité verte. Il a été pris la décision, et ça s'est joué au niveau européen, d'appliquer une TVA réduite à la partie fourniture d'énergie. Donc on est à 5,5% sur la totalité, contrairement au gaz et à l'électricité, on a 20% sur la partie fourniture. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on l'a beaucoup évoqué avec ce qui s'est passé en Ukraine. La sécurité d'approvisionnement, c'est un élément très très important aujourd'hui, et il est systématiquement, on va dire, abordé dans les ministères aujourd'hui. Et donc, un réseau de chaleur, il utilise quand même beaucoup de ressources locales. Il utilise ce qu'on appelle une grande mixité de sources d'énergie. Et du coup, il nous garantit plus de sécurité d'approvisionnement comparé à une chaudière individuelle au gaz, par exemple. Et puis après, concernant la sécurité d'approvisionnement, la sécurité tout court, en fait, il faut savoir que c'est un service public industriel et commercial local, dont les collectivités ont le rôle, les collectivités veillent à ce que tout se passe bien. Donc c'est aussi une forme de garantie par rapport à la sécurité d'approvisionnement. Et puis après, pour terminer, mais ce n'est pas trop mon sujet, il y a des subventions, des financements pour une prise en charge du raccordement. Aujourd'hui, ça existe, donc voilà. Alors, juste simplement dire aussi, en France, il y a 20 ans en arrière, il y avait 500 réseaux.
500 réseaux. Aujourd'hui, ils sont quasiment 1000. Ça a doublé en 20 ans. Et puis, surtout, ce qu'il est intéressant de dire, c'est qu'on est passé de quelques dizaines de pourcents à plus de 50% donc d'énergie renouvelable et de récupération entre 2010 et 2020. Vous voyez, on le voit très bien sur ce schéma-là, entre 2010 et 2020, on a doublé la production de chaleur renouvelable. Et on voit en particulier, c'est la couleur verte, on voit que le paquet était principalement mis sur la biomasse, un tout petit peu sur les usines d'incinération et aussi sur la géothermie. Mais la tendance, elle est forte. Sachant que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elle fixe un objectif de quintuplement des quantités de chaleur renouvelable d'ici 2030. C'est quand même un objectif très très ambitieux. Alors, on retrouve ce fameux objectif et puis on retrouve la progression depuis 2012. Donc, ce sont les mégawattheures. Donc, c'est ce qui est livré par les réseaux de chaleur. Hein. La chaleur, on la mesure en mégawattheures ou en kilowattheures d'ailleurs. Et là, on se retrouve avec des térawattheures. Donc, on voit que les livraisons de chaleur sont plutôt stables. Entre même 2016 et 2022, c'est à peu près le cas, puisqu'en fait, le climat se réchauffe. Et donc, comme le climat se réchauffe, les ventes se réduisent. Donc, c'est plutôt un avantage pour le particulier et tout le monde. Mais donc, en fait, en termes de quantité de chaleur livrée, même si on a doublé le nombre de réseaux de chaleur en 20 ans, on est en gros à 25 TWh aujourd'hui. Ce qu'il est intéressant de souligner là, c'est que la part dédiée aux renouvelables et aux énergies de récupération, elle est passée en 10 ans de 20 à 25% à plus de 50%. Et donc sur la droite, on retrouve les objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. On a un objectif de multiplication d'ici 2030. C'est demain 2030. C'est dans moins de 7 ans. Il y a un objectif de multiplication par 2 des quantités livrées et puis de toujours augmenter un peu plus le pourcentage d'énergie renouvelable. Je continue. Donc les sous-stations, ce sont des unités qui assurent le transfert thermique entre le réseau dit primaire et le réseau secondaire. Hein. Très concrètement, c'est tout simplement un échangeur. Donc, il y en a une partie qui appartient au gestionnaire du réseau primaire. Et puis, la seconde partie, de l'autre côté de l'échangeur, ça appartient donc, à la copropriété. Et donc, ça nécessite un contrat de maintenance des deux côtés, en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait de la maintenance au niveau du réseau primaire et il faut aussi qu'il y ait de la maintenance au niveau de ce qu'on appellera le réseau secondaire. Une sous-station, ça se présente de cette façon-là. Historiquement, on avait plutôt ce qu'on appelait des échangeurs tubulaires, comme on le voit à droite, avec des aiguilles à l'intérieur. Donc ça permettait de. Donc ce sont des installations assez de taille importante, qui prenaient beaucoup de place, qui n'étaient pas obligatoirement faciles à entretenir. Petit à petit, maintenant, ce qui se développe de partout, c'est ce qu'on appelle des échangeurs à plaques. Et là, on le voit bien, l'échangeur à plaques, il est beaucoup plus compact. Et puis là, ce qui est intéressant, il faut le souligner, c'est qu'il est isolé. Donc, donc on a très peu de déperdition. Ce n'est pas le cas dans toutes les sous-stations que j'ai pu visiter. On termine par ce fameux jeu d'acteurs. J'espère que vous voyez bien le support. Moi, je ne le vois pas. Alors, effectivement, on est sur une installation. Donc déjà, c'est un service public local. Ça veut dire que ce qui se passe à un endroit, les règles qui s'appliquent à cet endroit-là ne sont pas les mêmes dans la ville d'à côté, quoi, entre le réseau de chaleur de la ville de Lyon et puis celui de Villeurbanne. En fait, ce sont deux réseaux de chaleur très très différents. Ce n'est pas la même collectivité qui est en charge, qui est le maître de l'ouvrage du réseau. Et donc, du coup, voilà, ça, il faut bien le retenir. Donc, ça va. Mais on a deux gros acteurs quand même. Sur un réseau, on a la collectivité et celui qui va gérer l'entretien, la maintenance. Donc, la collectivité, on va l'appeler l'autorité délégante ou encore le délégant, puisqu'en fait, on sera souvent sur ce qu'on appelle une délégation de service public. Et puis l'entreprise qui va exploiter sur 20 ans en général sera un exploitant, un délégataire, on appelait même ça à une époque un concessionnaire. Donc il y a un certain nombre de règles qui existent. Hein. Il y a un contrat de ce qu'on appelle
délégation de distribution de la chaleur qui existe entre la collectivité et l'exploitant. Vous avez aussi un contrat, donc on a les producteurs de chaleur, et puis il y aura aussi le contrat, donc l'abonné, ce sera le syndic dans le cas d'une copropriété. Mais si je reprends tous les acteurs depuis la consommation jusqu'à l'usager, on a les producteurs de chaleur, on a l'exploitant du réseau primaire qui est le délégataire du service public sous le contrôle de l'autorité délégante, on a l'exploitant du réseau secondaire, on a le syndic, ensuite on a le propriétaire, et si il loue son bien, on aura le locataire et l'usager, quoi. Donc il y a énormément de personnes en France raccordées au réseau de chaleur, mais il y en a très peu qui le savent en fait. Alors, décryptage et points de vigilance. Donc, comme je vous le disais, c'est un service public au même titre que la distribution d'électricité, de gaz, que pour l'eau, que pour les déchets. Donc, la tarification va être spécifique pour chaque réseau. Il y a deux termes dans une facture en général. Parfois, en fait, on va le décliner pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, ce sera au cas par cas, mais grosso modo, on a une partie variable qui s'appelle le terme R1 qui est proportionnel à l'énergie consommée, donc en euros par mégawattheure, avec une TVA à 5,5 si le réseau est alimenté par plus de 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Et puis, vous avez une partie qui correspond à un terme fixe, donc lié à l'abonnement, en fait, il est souvent lié à la taille de l'échangeur. Et donc, lui, dans lequel on va y retrouver tout ce qui concerne le gros entretien, le financement des installations, le petit entretien, les charges d'électricité pour assurer la production et la distribution de la chaleur. Et ce terme-là représente une TVA à 5,5%. Si on regarde bien, vous aurez le support. De toute façon, il y a beaucoup d'informations. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les sujets, mais grosso modo, en France, le prix moyen de la chaleur en 2020, il était de 78 euros TTC par mégawattheure. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, pour les réseaux alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables, donc elles sont plus chères, les énergies renouvelables quand même, mais leur prix est plus stable dans le temps. Donc le gaz, il a énormément augmenté ces derniers temps. Par contre, le bois, il augmente très très peu. La chaleur issue d'incinération très peu. Donc en fait, on voit que ces réseaux de chaleur sont très très compétitifs. On est sur le même ordre de grandeur que la moyenne sur les 1000 réseaux que l'on retrouve au niveau national. Je passe à la suite. Donc, c'est très important ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle. Le terme n'est pas facilement compréhensible, mais en fait, il y a une procédure qui s'appelle le classement. Suite au choc pétrolier de 73 et de 79, en fait, la France, elle a mis en place la réglementation thermique. Elle a mis en place beaucoup d'actions pour pouvoir, on va dire, engager sa transition écologique déjà à l'époque. Et elle a mis en place ce qu'on appelle une procédure de classement qui permettait d'imposer sur une partie d'un territoire le raccordement à un réseau dans la mesure où celui-ci était compétitif et dans la mesure où celui-ci était alimenté par plus de 50% d'énergie renouvelable. Il y a un réseau qui a... Donc ça a duré, en gros, ça a été créé en 1980 et ça fait plus de 40 ans que ça ne fonctionnait pas en fait. Il y avait le réseau de chaleur de Fresnes alimenté par de la géothermie qui a essayé pendant des années de classer son réseau, mais jamais ils ont réussi parce que la procédure n'était pas bonne en fait. Bref, donc, plus de 40 ans après cette loi donc de 1981 sur les économies d'énergie qui crée la procédure de classement, et compte tenu de l'urgence climatique qui a été comprise aujourd'hui par notre gouvernement, en 2021, on a ce qu'on appelle la loi climat et résilience qui a été publiée au mois d'août. Et donc, elle s'est suivie, en fait, quand même presque un an après, le décret du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid qui classe de plein droit l'ensemble des réseaux dans la mesure où ils sont compétitifs et ils sont alimentés par plus de 50% d'énergie renouvelable. Et donc, sur ces réseaux-là, on en a plus de 75% de classés aujourd'hui, alors qu'on en avait 4% en 2010. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire que si on construit un bâtiment neuf sur le périmètre de développement prioritaire qui aurait été identifié, on doit obligatoirement se raccorder au réseau.
Et puis, si on est sur ce périmètre-là avec sa copropriété et qu'on a une chaudière fuel à changer, eh bien, lorsque la chaudière fuel sera en panne, vous serez aussi dans l'obligation de vous raccorder au réseau sur ce fameux périmètre de développement prioritaire. Bon, vous y retrouverez tout l'historique dans le support. Il y a quand même un seuil de puissance minimum. La loi dit minimum 30 kW. À Lyon, je sais que c'est plutôt 100, 110 kW. Voilà, ça va dépendre des territoires et aussi de chaque règle de nos différents réseaux. Je termine cette séquence avec le décryptage, avec la question de la rénovation énergétique. Donc, tout raccordement à un réseau de chaleur doit s'inscrire dans une démarche vertueuse, sobriété, efficacité renouvelable. On est aussi aujourd'hui sur une ressource quand même limitée. Les demandes de raccordement, elles explosent depuis la guerre en Ukraine. C'est une première, hein. C'était pas arrivé depuis toujours, mais là, depuis la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de copropriétés qui veulent se raccorder et du coup, voilà, il faut être sobre dans sa consommation pour que tout le monde puisse y avoir droit. Il y a quelque chose qui est très très important, c'est la fameuse étiquette gaz à effet de serre. Donc elle est spécifique à chaque réseau de chaleur et donc elle fait l'objet de la publication d'un arrêté tous les ans avec le contenu CO2 des réseaux. Et ça peut vous permettre assez facilement d'aller vous projeter entre l'étiquette énergie de votre appartement aujourd'hui et celle future, si vous étiez raccordé au réseau de chaleur, vous pouvez assez rapidement vous projeter et savoir si vous allez sauter à minima 2 classes et donc vous retrouver dans un bâtiment dit performant, quoi. Et puis après, autre chose, si vous êtes raccordé à un réseau et que vous réalisez des travaux d'économie d'énergie, une réhabilitation, ce qu'on appelle lourde, la loi du Grenelle publiée en 2010 a donné une base légale aux demandes d'ajustement à la baisse des abonnements des utilisateurs des réseaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à bien identifier, quoi. Bon, ça, je vais y aller après. Non, je vais y aller tout de suite. Alors, hop, en guise de synthèse, en fait, on va aller explorer. Je vous explique la démarche pour se raccorder, puis ensuite, je vous montrerai sur un exemple concret. Donc, se raccorder mode d'emploi, c'est simple, en deux slides. Donc, il y a une structure qui a été créée début 2023 qui s'appelle France Chaleur Urbaine. S'il y a un seul truc à retenir de cette séquence, c'est France Chaleur Urbaine, qui a d'ailleurs édité un guide à destination des copropriétés, dans lequel vous y retrouvez énormément d'informations. Donc, et ce guide, que vous retrouverez sur le site en version PDF, il s'accompagne d'une plateforme dans laquelle on va pouvoir aller tout de suite, et on va le faire juste après, vérifier si vous avez un réseau à côté de chez vous et quelles sont ses caractéristiques. Donc, grosso modo, pour pouvoir... Donc, il y a deux choses. Donc, un, est-ce qu'il y a un réseau qui existe à côté de chez moi? Et puis aussi, la deuxième question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y a pas un projet de réseau sur mon territoire? Je travaille sur la commune du Bourget-du-Lac actuellement. On est en train d'accompagner la mairie parce qu'elle a un projet de réseau de chaleur. Il n'y a toujours pas de réseau au centre du Bourget-du-Lac. Par contre, elle a délibéré au mois d'octobre et elle s'est engagée dans la démarche. Elle a trouvé ce qu'on appelle un prestataire, un exploitant. Et donc, dans les 18 mois, voire 2 années à venir, on sait qu'il y aura un réseau là-bas. Donc, en fait, il faut savoir que de plein droit, ce réseau-là, il est déjà classé alors qu'il est même pas, on va dire, conçu dans le détail et il n'y a pas encore eu de travaux, quoi. Mais voilà, il est classé aussi de plein droit parce que ce sera un réseau qui sera alimenté par principalement du bois énergie. Donc, si vous êtes sur un territoire où vous vous interrogez, où il n'y a pas de réseau, et si vous vous interrogez sur ce sujet-là, vous pouvez contacter directement la mairie ou l'intercommunalité pour savoir si un projet de construction est en cours. Ça, c'était la première petite parenthèse. Donc, on va revenir sur le réseau existant. Donc, vous récupérez les informations sur votre copropriété. Donc, l'idéal, en fait, c'est d'avoir un chauffage collectif, bien entendu, puisqu'en fait, on va distribuer de la chaleur sous forme d'eau chaude. Donc est-ce que vous êtes sur du collectif gaz, fuel? Est-ce que vous êtes sur de l'individuel? Il faut aussi se poser les bonnes questions sur la question de l'eau chaude sanitaire.
Ensuite, vous allez récupérer les consommations énergétiques moyennes annuelles en kilowattheures. Et puis après, le petit jeu, entre guillemets, ça va être d'aller identifier un réseau à proximité. Donc s'il y en a un, hop, je vais passer à la suite, si j'y arrive. Voilà, s'il y en a un, on va aller le faire juste après, mais s'il y en a un, on va aller identifier les caractéristiques du réseau existant, en particulier son contenu CO2, son mix énergétique, le prix de la chaleur. Voilà, ces petites choses-là, est-ce que le réseau est classé ou pas? Après, il y a un petit calcul quand même de pertinence, on va dire, technico-économique à faire. Donc, on va calculer ce qu'on appelle une densité thermique linéaire, mais ça, je n'aurai pas le temps de détailler aujourd'hui. Et puis, si celle-ci est bonne, grosso modo, on ira identifier les coordonnées de l'exploitant et de la collectivité, et on pourra donc aller plus loin dans la démarche et obtenir des devis pour le raccordement, sachant que le raccordement est parfois égal à 0 €, quoi. Ça dépend des réseaux, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je passe à la petite démonstration pour terminer. Hop. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous tapez France chaleur urbaine. Hop. Donc, logo de l'État. Donc, c'est pas une structure, c'est fiable. Bref, donc vous voyez, copropriété, conseil syndical, on y retrouve plein de petites choses. Vous pouvez même tester votre adresse. Enfin, voilà, il y a un petit outil, mais c'est pas sur celui-là que je voudrais vous emmener. Moi, je voudrais vous emmener sur la cartographie. On va prendre une ville au hasard. On va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre Épinal, dans les Vosges. Donc, je vais sur Épinal dans les Vosges. Je me retrouve sur une magnifique carte. Comme je suis un professionnel, je me mets en mode professionnel. On peut tous le faire. Et donc, vous voyez, donc préfecture des Vosges, on y découvre le plan du réseau. Donc, c'est un territoire que je connais bien. Donc, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle une usine d'incinération d'ordures ménagères. Et donc, clairement, ce réseau-là va utiliser cette chaleur issue de l'usine d'incinération pour pouvoir alimenter principalement les quartiers avec de l'habitat dense, des immeubles de grands hauteurs. Mais là, on voit aussi que le centre urbain de la ville est alimenté. C'est intéressant pour les monuments historiques parce qu'une isolation par l'extérieur sur un monument historique, ce n'est pas toujours possible. Donc, voilà, il y a un atout aussi important par rapport au patrimoine historique. Et aux hôpitaux aussi, voilà. Donc, je clique sur ce réseau-là. Et donc, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que on a un mixte énergétique, donc c'est... Ah bah non, c'était même pas de l'incinération d'ordures ménagères, c'était de la biomasse. Je me suis trompé. Donc on a 85% d'énergie issue du bois énergie et puis un complément gaz naturel. Donc c'est un réseau qui est très très vertueux. On a son contenu CO2, 67 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est très très faible. C'est 4 fois plus faible que pour le gaz naturel, par exemple. Et donc ça vous permet d'améliorer votre étiquette performance énergétique, l'étiquette DPE. Et puis après, on y retrouve la longueur du réseau, 32 km. On est sur un réseau qui a été créé en 64. Ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas de l'eau surchauffée, c'est de l'eau chaude. Donc 90 degrés départ, 70 retour. Et puis on y retrouve aussi le prix moyen de la chaleur, 87 €, qui est un tout petit peu élevé par rapport à d'autres. Et on y retrouve le détail pour le logement. Donc le logement serait plutôt à 78, ce qui est vraiment intéressant. Avec une part fixe qui correspond à 50% du total et une part variable qui correspond aussi à 50% du total. Et puis, vous y retrouvez des coordonnées du maître d'ouvrage, donc la ville d'Épinal. Donc, l'exploitant, c'est donc Engie. Et il y a même un site internet que vous pouvez aller consulter. Voilà, en quelques clics, on peut vraiment se faire une bonne idée du potentiel de raccordement ou pas à un réseau de chaleur. Merci pour votre attention. Alors, je vais reprendre la main. Je vais reprendre le forum aussi, parce que bien sûr, tout est parti. Alors, on avait une question de Chris Chenot qui parlait d'une diapo où tu inscrivais 12 sites de production et il demandait la différence avec les centrales. Si Chris veut rallumer son micro pour préciser s'il y a besoin ou C'est bon, voilà. j'ai compris.
D'accord, et ben parfait. C'est effectivement la même chose en fait. Un site de production, c'est soit une centrale thermique dans laquelle on va brûler du gaz naturel, du fioul ou du charbon même, ou soit un site de production comme une usine d'incinération d'ordures ménagères, où on récupère de la chaleur sur site en fait. Donc là, on capte de la chaleur qui est produite sur place, et dans l'autre, on a effectivement une centrale, mais c'est exactement la même chose en fait. Parmi les sites de production, on a à la fois des centrales thermiques et puis également de la récupération de chaleur. Hein. J'en ai très peu parlé, mais la ville de Dunkerque, sur le réseau de Dunkerque, en fait, on récupère depuis très longtemps de la chaleur issue du site sidérurgique de la Solac. Ça va peut-être changer de nom d'ailleurs, mais on récupère beaucoup de chaleur fatale industrielle, et donc on la récupère. Donc c'est pas une centrale, c'est un site où on produit de la chaleur et on la capte quoi pour alimenter le réseau et chauffer les habitants du territoire. Alors, deuxième question, ou plutôt interrogation sur le futur, c'est quand tout le monde compostera ses déchets organiques, bon, déjà, bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais Bah, on peut toujours croiser les doigts et y croire. Que restera-t-il à brûler dans les usines d'incinération de déchets ménagers? Notamment une préoccupation, est-ce qu'on va faire les excellente, déchets polluants? excellente question. La première, en fait, il faut savoir que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les déchets. Donc, c'est en train de changer, en fait. Normalement, c'est une obligation liée à l'Europe, mais normalement, tous les déchets devront être organiques, ce qu'on appelle organiques, devront être compostés à partir du 1er janvier. Voilà, merci, merci Kader. À partir du 1er janvier 2024. Donc, par exemple, sur notre territoire ici, au Grand Chambéry, on commence, depuis cette semaine d'ailleurs, on commence à voir un nouveau bac qui est arrivé un petit peu partout. Je ne sais pas si tu les as vus, mais en tout cas, donc demain, en fait, effectivement, on est en train de réduire énormément la partie dédiée qui se retrouve dans les incinérateurs. Et je vais vous prendre un exemple qui est quand même parlant. Dans les années 2010, on va prendre la Suède. La Suède, qui est quand même un pays scandinave, ils sont toujours en avance sur ces sujets-là. Ils ont mis le paquet sur la réduction des déchets à la source, mais vraiment le paquet. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et à un moment donné, ils n'ont plus suffisamment eu de déchets ménagers pour leurs usines d'incinération d'ordures ménagères. Et donc, pour pouvoir continuer à alimenter les habitants, les habitants avec de la chaleur issue de l'incinération des ordures ménagères, devinez ce qui s'est passé. En fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'ils ont importé, c'est quand même assez fou, quoi. Ils ont importé des déchets du Danemark et je crois de l'Allemagne aussi, donc par bateau pour pouvoir les alimenter, ces incinérateurs. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et puis, le deuxième élément important par rapport à l'incinération des ordures ménagères, il y a eu grand débat dans les années 2000, c'était la question des dioxines. Et donc, toutes les usines d'incinération en France se sont équipées de systèmes de traitement des fumées aujourd'hui, plutôt efficaces. Mais voilà, on n'est pas sur une énergie renouvelable, on est sur une énergie fatale dans laquelle on a très peu de renouvelables. Donc oui, on peut s'en préoccuper. Après, les déchets sont là, on les brûle. Autant utiliser la chaleur, quoi. C'est pas l'idéal, mais bon. Alors, moi, j'ai plus de questions au niveau du forum. Si vous voulez réactiver vos micros s'il y a une interrogation. Ah bah, je viens d'avoir un. Alors, Nous avons une coupe. je la lis. Oui, bah, on va la Je la lis. prendre du Alors, coup plutôt que. nous Ouais. avons une copro de 750 logements 750 logements à Toulouse, chauffé actuellement en gaz. Notre réseau est vieillissant puisqu'il date le réseau, donc j'imagine que c'est le chauffage central. Donc 60 ans, effectivement, hein, ça commence à faire à 60 ans. Euh, La différente température-pression de l'eau du nouveau réseau de chaleur qui va ouvrir à proximité peut-elle endommager davantage nos tuyaux actuels? Peut-on considérer que c'est c'est le réseau de chaleur qui est vieillissant ou c'est le chauffage central? Pas très clair dans la question, mais du coup, ce que je peux répondre déjà, c'est que vous avez un échangeur de chaleur, en fait, et l'échangeur de chaleur dans la sous-station, il sépare physiquement, c'est très important, il sépare physiquement le réseau de l'immeuble et puis le réseau de chaleur. Donc,
La différence de température-pression de l'eau du nouveau réseau qui va ouvrir, elle ne va pas endommager vos tuyaux actuels, puisque vos tuyaux actuels seront protégés grâce au fait que les deux circuits sont complètement indépendants. Voilà. Peut-on considérer que c'est du renouvelable lorsque la biomasse consiste à incinérer des arbres, des déchets agricoles, etc., a-t-on le recul nécessaire concernant les risques pour la santé générés par ces types d'énergie? Donc, il faut savoir que sur les grosses installations, et ça, c'est un gros avantage des réseaux par rapport aux petites installations, c'est qu'on a ce qu'on appelle des filtres, des filtres à poussière. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le réseau de chaleur de la Défense à Paris. Paris, au niveau de la pollution, c'est très très strict. Et donc, en fait, on traite aussi ce qu'on appelle les oxydes d'azote, voire le soufre. Enfin voilà, en gros, sur ces grosses installations, on est très vite sur ce qu'on appelle des installations classées pour l'environnement et donc qui sont soumises à de la réglementation voilà, beaucoup plus importante comparée à une chaudière individuelle au gaz, typiquement. Donc ça, c'est la première chose dans la question. Et puis après, la seconde, en fait, on ne va pas aller couper des arbres à tout va pour pouvoir créer ce que l'on appelle du bois énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle de la plaquette forestière, de la biomasse. Ce sont plutôt des déchets liés à l'exploitation forestière, par exemple. Et c'est aussi parfois même du recyclage de palettes, de ce genre de choses. Donc, on n'en est pas encore à couper des forêts en entier pour pouvoir alimenter nos chaufferies biomasse. Surtout que c'est un sujet qui est traité à l'échelle de chaque territoire avec les ADEME régionales, avec les acteurs du bois énergie régionaux et puis également avec les services de l'État. Donc ça a été un petit peu tout le monde s'est jeté sur le bois dans les années 2010 et il a fallu réguler tout ça et maintenant c'est beaucoup mieux régulé qu'à une époque parce qu'à l'époque on a déstabilisé certaines filières au niveau local parce qu'on a créé de grosses installations. Donc voilà, maintenant on est vigilant sur ce point-là. Et puis, il faut savoir aussi, c'est important quand même de le dire, hein, le bois nous permet quand même de diminuer nos émissions de CO2. La biomasse nous permet de diminuer nos émissions de CO2. Et c'est un des leviers les plus importants pour atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone en 2050, qui est l'objectif que l'on s'est fixé au niveau national. La vétusté des tuyaux était un facteur décisionnaire, si j'ai bien compris. La pression de la vapeur concerne. Oui, c'est ça, la vapeur, enfin, le réseau primaire a une pression différente du réseau, on va dire, de la copropriété. Donc, c'est pas un critère, en fait. Par contre, la question qui va se poser, hein, je réponds à Chris Chenot, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, lors de cette réhabilitation-là, en profiter pour changer les tuyaux donc du chauffage central de la copropriété, quoi. Ça, à mon avis, c'est une bonne mesure. Et puis après, est-ce que ces tuyaux-là sont bien isolés, pas isolés? Enfin, on a quand même beaucoup de déperditions parfois sur ces réseaux-là. Donc, il faut quand même se poser la question. C'est pour ça que je parlais de rénovation globale dans laquelle il y avait un certain nombre de choses à réaliser, quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Vous pouvez maintenant passer avec votre micro, hein, vu que la présentation est terminée. N'hésitez pas à réactiver et poser la question. On a encore une petite dizaine de minutes si vous voulez. Bonjour, vous avez donné des chiffres dans l'exemple d'Épinal en nous disant c'est bon, c'est pas bon, c'est supérieur, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres qui nous permettent de savoir quand on consultera enfin le guide et on verra savoir si le réseau qui est dans notre secteur est bon ou moins bon et si il faut regarder un peu d'autres réseaux? Alors, dans le support, en fait, il va vous être envoyé par ma collègue, Manon. Donc, vous y retrouverez notamment tous ces éléments-là. Et à un endroit, je vous ai mis le prix moyen des réseaux de chaleur en France, 87 €, je crois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vérifie ce que je fais. 78-20. Ça 78, donne 18-20 pour les réseaux et je crois je pour le le gaz recherche. réseau et puis. Donc ça, c'est la valeur moyenne. Donc déjà, en connaissant cette valeur-là, vous allez pouvoir tout de suite, on va peut-être reprendre un autre exemple. On va reprendre un exemple. Donc voilà, 78 € TTC par mégawattheure en 2020. Donc je vais prendre un réseau que je sais très 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 compétitif. Donc je vais vous repartager l'écran et on va aller faire la même analyse que tout à l'heure ensemble. On va aller cette fois-ci à Limoges, parcours la France. Vous voyez mon écran? Je pense que c'est bon. France Chaleur Urbaine, donc on va aller
à Limoges, on va aller regarder les caractéristiques du réseau, s'il est intéressant au niveau des renouvelables et s'il est cher ou pas cher. Donc cartographie, je vais taper Limoges. Voilà. Non, j'en ai d'autres. Après, 78, c'était 2020, donc il ne faut pas hésiter à rajouter. Si vous êtes à 85 euros, ça va encore, quoi. On a fini dans 5 minutes. Ouais. Alors, Limoges, donc voilà, on le voit, le réseau. Hop. Zut. Ah. Alors, je vais faire un zoom. Pourquoi il ne marche pas? Voilà. Donc, c'est un réseau, le réseau, donc il y en a deux d'ailleurs là-bas. Donc, il y en a un sur la ZUP de Val de Laurence. On voit qu'il est alimenté par de la biomasse à 68%. Et donc, si on va vite regarder le prix, on voit que le prix moyen par catégorie d'abonnés pour les logements, il est à 67 euros. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, donc ça, c'est 2021 en plus. Donc là, c'est un réseau qui est quand même beaucoup moins cher que les autres. Et puis, le fait qu'il ait de la biomasse et une énergie locale, on n'est pas soumis aux aléas liés à la guerre et à tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est plutôt un gage de sécurité pour la suite. On a une TVA qui est à 5,5 sur la totalité de la facture, c'est quand même pas inintéressant. Et puis après, voilà, 96 grammes de CO2 par kilowattheure, 71% de renouvelables. Donc c'est un réseau qui semble vraiment important et pertinent, quoi. Et moi, pour bien le connaître, j'ai accompagné la ville qui contrôlait ce réseau-là et qui le contrôle toujours, mais la ville était très investie sur son réseau et le maire aussi. Et donc, si on a un bon contrôle aussi du service public, c'est important. Voilà, ça veut dire qu'il faut y aller, quoi. Mais ce n'est pas le cas pour tous les réseaux. Voilà, faut faire attention, faire attention. Donc, il y a le bouquet énergétique, il y a le prix, et puis il y a aussi l'implication du maître d'ouvrage public. J'ai répondu à votre question, madame? Oui, merci beaucoup. Alors, très bien. Du coup, je disais, il y a une question pour justement ces 78 euros, ça vient de 2020. Est-ce que on a des chiffres réactualisés à 2023? Oh, j'en ai pas sous la main, mais ça augmente beaucoup moins que le gaz naturel, par exemple. Je vais les retrouver, je les rajouterai dans le support, ou tu le mettras dans le mail. Mais ça augmente beaucoup moins. En fait, comme on a 50% d'énergie renouvelable et de récupération, en fait, on dépend beaucoup moins des fluctuations liées au prix du baril de pétrole et liées au gaz, hein. Donc c'est aussi une sacrée sécurité, quoi. Après, il faut se le dire aussi, vous avez un abonnement qui représente, en général, sur ces réseaux-là, 50% de la facture. Donc c'est une charge fixe, quelle que soit la consommation. C'est pas négligeable parfois. Donc, on me posait la question des coûts de raccordement. En fait, sur un nouveau réseau, je reprends l'exemple du Bourget du Lac situé juste à côté de Chambéry. Sur le nouveau réseau, toutes les copropriétés qui voudront se raccorder, elles auront un coût de raccordement égal à 0, puisqu'en fait, on est sur ce qu'on appelle les travaux de premier établissement. Voilà, on construit, on se raccorde, et quand on le fait pour la première fois, on a un coût qui est égal à 0. Et puis après, sinon, les coûts varient entre les différents réseaux. Pour certains, le coût de raccordement est nul. Donc, il faut aller demander à l'exploitant et au maître d'ouvrage. Et pour d'autres, en général, le coût, il est situé entre 500. Il va dépendre de la puissance. Donc, je vais vous donner le chiffre exact. Le coût entre 500 et 2000 euros par logement. Mais voilà, c'est au cas par cas. J'aurais une question. Oui. Existe-t-il une obligation pour une collectivité de créer un tel réseau de chaleur? Et si oui, sur quels critères? Est-ce que c'est basé par rapport à un nombre d'habitants, à un état général d'obsolescence du parc bâti ou autre? Ou est-ce que c'est simplement une réglementation, mettons, européenne ou mondiale en termes d'objectifs de performance de résultats? Alors, il n'y a aucune obligation pour une collectivité territoriale. Donc, ça s'est beaucoup développé après-guerre, hein, les réseaux, hein, dans tout ce qui est ZUP. Il y a eu aussi beaucoup Albertville, Grenoble, les Jeux Olympiques, hein. Si le réseau de chaleur de Grenoble il est aussi gros aujourd'hui, c'est lié aux Jeux Olympiques.
Donc ça, il n'y a aucune obligation pour une ville de créer un réseau de chaleur. Et quand elle ne l'a pas créé il y a 50, voire plus années en arrière, c'est compliqué de le faire aujourd'hui. Hein. Je ne cache pas Ça peut être. que... Mais ça se fait, ça se fait. À côté de Chambéry, on a, je vous citais l'exemple du Bourget du Lac, mais on a d'autres, des communes, on va dire, de taille intermédiaire, qui créent de nouveaux réseaux en plein cœur de ville. Et elles sont financées par ce qu'on appelle le fonds chaleur. Il y a même de la D'accord. pub à la télé maintenant sur le fonds chaleur. Et ce fonds chaleur, en fait, les acteurs de la profession, en gros, ils ont demandé, je vais vous donner les chiffres, mais c'est assez impressionnant quand même. Ah voilà, le fonds chaleur, en fait, il a été mis en place par l'ADEME il y a 10 ans en arrière. Il était à 520 millions d'euros en 2022. Et les acteurs du développement des réseaux, ils demandent 3 milliards à l'horizon 2030. Ils veulent que ce soit multiplié par 6 à l'horizon 2030 pour pouvoir tenir les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. D'accord. Parce qu'il faut savoir, quand on prend le bilan de nos besoins au niveau national, on a des besoins d'énergie pour le transport, pour l'industrie, pour plein de choses, mais on en a aussi pour la chaleur. Et en fait, un des premiers enjeux, enfin les deux plus gros enjeux par rapport à nos besoins, c'est la chaleur, et donc la chaleur renouvelable, et également la notion de tout ce qui est lié au transport. En fait, si on travaille sur ces deux sujets-là, on a de fortes chances de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de s'affranchir, d'améliorer notre indépendance énergétique, quoi. Il y a un autre sujet que vous avez survolé très rapidement, qui est celui de la création de réseaux de froid. Ouais. On peut voir de plus en plus des reportages sur d'autres pays tropicaux, enfin, ou zones tropicales dans de très grands pays comme l'Inde ou la Chine ou autres, où les pics de consommation d'électricité sont des vrais problèmes collectifs lors de périodes de forte chaleur. Aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Et Oui. est-ce En France que... aussi. Hein. En France aussi, oui, tout à fait. Du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots peut-être, ou est-ce que ça fera l'objet d'un autre support? Je n'ai pas bien compris la question, par contre. C'est quoi? La question est d'en savoir un petit peu plus sur la création de réseaux de Ah oui, froid, oui, oui, parce bien que sûr, j'avoue, oui. je ne connaissais pas ce concept, et c'est vrai que l'évolution du climat fait que ça va devenir de plus en plus intéressant et pertinent Alors, de pour ce point faire de vue. court, les réseaux de froid, il y en a beaucoup, hein, surtout à Paris. Hein. On utilise à Paris, un des derniers qui a été créé, ça a été créé par l'exploitant IDEX. Et en fait, il utilise la fraîcheur de la Seine avec un système de pompe à chaleur, on va dire. Et donc, il utilise comme source froide la fraîcheur de la Seine pour pouvoir alimenter en froid une partie du sud-ouest de Paris, par exemple. Mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un sujet à part entière que l'on Bah, intégrerait dans la question du confort d'été aujourd'hui. Hein. Moi, je dis toujours, il n'y a pas, voilà, la priorité aujourd'hui, c'est presque le confort d'été comparé à l'hiver. mhm. Mais les réseaux de froid, en général, oui, on a une pompe à chaleur, on a des aérothermes. Enfin voilà, ça consommera beaucoup moins d'électricité comparé à des clims individuels. C'est ça Mhm. qu'il faut retenir. Voilà. Tout à fait. Ouais. D'accord, merci. On a une question pour savoir si les réseaux de chaleur passent sous les habitations de manière arbitraire ou bien est-ce que les tuyaux passent uniquement sur les voies publiques? Et si ça passe sous les habitations, est-ce que du coup les exploitants doivent dédommager les propriétaires de ces habitations ou non? Donc en fait, on est bien sur du domaine public. Hein. Et d'ailleurs, heureusement que ce sont les collectivités qui ont en charge les réseaux parce que c'est elles qui gèrent aussi le domaine public. Donc en général, les tuyaux passent uniquement sous les espaces publics, mais jamais sous les habitations, quoi. Mm. Les réseaux de froid. Donc s'ils passent sous des habitations, les exploitants doivent-ils dédommager les propriétaires de ces habitations? Mais c'est jamais le cas en fait. Et sinon, ce serait oui, oui, oui. Et puis après, les réseaux de froid sont-ils pour des habitations, bâtiments publics, pour tout type? Pour des bureaux, hein, la Défense aujourd'hui, elle est alimentée par des réseaux de froid, mais il y a aussi des immeubles, on pourrait aussi l'imaginer sur des immeubles d'habitation. Où avez-vous trouvé le taux de TVA sur la cartographie? Où est-ce que j'ai trouvé ça? La TVA, elle est à 5,5 sur la partie variable et elle est à 5,5 sur la partie fixe et elle est à 5,5 sur la partie variable quand le réseau est alimenté par plus de 50% de renouvelables
on ne le voit pas obligatoirement sur la plateforme. Mais dans le guide France Chaleur Urbaine à l'intention des copropriétés, on y retrouve tout ce détail. Je crois qu'il faut- C'est Et on n'a chouette, vous plus avez de plein de questions. questions. Et là, on a normalement fini les questions du forum. N'hésitez pas à me dire si on en a oublié. Donc, on va clôturer ce 3e webinaire et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour les aides financières lors des rénovations de copropriété. Bonne fin de journée à tous et merci encore Olivier pour ta participation. Merci, Bon au revoir. Bonne fin de journée. après-midi. Au revoir. C'est pour Laetitia.